triple scrutin du 12 novembre en Guinée équatoriale. La Cour constitutionnelle a validé les résultats. Visite du Premier ministre libanais démissionnaire en Égypte mardi. Saad Hariri a échangé avec le président égyptien sur la situation au Liban. Puis attentat suicide contre une mosquée au nord-est du Nigeria, l'un des plus meurtriers depuis des mois dans le pays. Vous êtes bien sûr Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, en Guinée équatoriale, la Cour constitutionnelle a validé les résultats des élections législatives sénatoriales et municipales du 12 novembre dernier. Elles ont été remportées à 92% par le parti présidentiel et sa coalition. Voici le reportage. La Cour constitutionnelle équato-guinéenne a confirmé les résultats des élections législatives sénatoriales et municipales du 12 novembre dernier. Ces résultats confirment une fois de plus le pouvoir du parti présidentiel et sa coalition qui l'emporte à 92%. Toujours selon la Cour constitutionnelle, le Parti citoyen pour l'innovation, membre de l'opposition, a comptabilisé 5,77% de voix, grâce auxquelles il obtient un député unique représentant de l'opposition sur les 100 parlementaires que compte l'Assemblée nationale. Quant à la coalition regroupant l'Union du Centre Droit UCD et la Convergence pour la démocratie sociale CPDS, elle n'a aucun élu dans ce triple scrutin. Elle a à son actif 2,23% des votes. La victoire du Parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE au pouvoir depuis près de 40 ans dans le pays était prévisible. Le PDGE et ses 14 partis alliés ont obtenu la totalité des 75 sièges de sénateurs, 99 des 100 sièges de députés et ont été élus à la tête de toutes les mairies du pays. La participation au scrutin a été de 84%. L'opposition, qui avait déjà dénoncé fraude et irrégularité le jour du scrutin, a fustigé une honte électorale et des résultats antidémocratiques. De son côté, la commission électorale, elle, s'est félicitée d'élections transparentes qui a traduit la maturité du peuple équato-guinéen. Signalons que la Guinée équatoriale est dirigée sans partage depuis 1979 par le président Théodoro Obiang Nguema. Le candidat du parti au pouvoir a été déclaré vainqueur mardi de l'élection présidentielle du 13 novembre en République autoproclamée du Somaliland, toujours en quête d'une reconnaissance internationale. Les résultats ont été annoncés par la commission électorale. On fait le point à travers ce élément. Bihi Abdi, 69 ans, a obtenu 55% des suffrages, loin devant Abdirahman Hiro du parti d'opposition Wadani, crédité de 41% des voix. Le troisième candidat en lice, Faisal Ali Warab, qui avait déjà tenté sa chance lors de la dernière présidentielle en 2010, obtient un peu plus de 4% des voix. Les opérations de dépouillement sont terminées et le candidat du parti Koulmiye, Moussebi Abdi, a remporté l'élection et sera le président, a déclaré à la presse le président de la commission électorale, Abdi Kadir Iman Warsame. Bihi Abdi, 69 ans, officier à la retraite de l'armée de l'air et ancien ministre de l'Intérieur, est un personnage bien connu du public au Somaliland. Il préside le parti Paix, Unité et Développement depuis 2010. Il succédera au président Ahmed Mohamed Slamagno, qui ne s'est pas représenté. Les quelques 4 millions d'habitants de cette république semi-désertique, stratégiquement située sur le golfe d'Aden, espèrent que cette troisième élection démocratique depuis la déclaration d'indépendance du reste de la Somalie en 1991 renforcera leur quête de reconnaissance internationale. En effet, cette élection présidentielle a été organisée avec des garanties démocratiques dont aucun autre pays ne peut se prévaloir dans cette région agitée de la Corne de l'Afrique. Mais bien que stable et pacifié depuis plus de 25 ans, le Somaliland n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. En cause, la règle sacro-sainte de l'intangibilité des frontières en Afrique.
laquelle a pourtant été transgressée lors de la création du Soudan du Sud en 2011. Le Zimbabwe entre dans une nouvelle ère au lendemain de la démission de Robert Mugabe qui régnait d'une main de fer depuis l'indépendance en 1980. L'ex-chef d'État a été lâché par son armée et son parti. Et c'est son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa qui devrait être investi président vendredi prochain. Les détails. Échec et mat pour Robert Mugabe. La capitale zimbabwéenne Harare a célébré mardi dans un bruit assourdissant la chute tant attendue du président, laissant éclater sa joie et criant ses espoirs de vie meilleure en ce nouveau jour d'indépendance. Je suis reconnaissant. Je me sens bien parce que c'était un tel défi quand il était ici. On voit parfois, quand on va à l'école, on a sa propre qualification. Mais en fin de compte, on n'obtient rien. On finit dans la rue en vendant des forfaits téléphones, ce qui n'est pas bon pour un diplômé. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes heureux. Nous espérons juste que notre avenir changera et que tout ira bien dans notre pays. Nous sommes vraiment heureux que Mugabe ait démissionné, mais l'avenir est incertain parce que nous étions censés changer notre avenir par le biais des urnes. Mais nous avons été aidés par les soldats et c'est là le problème. L'ancien numéro 2, Emmerson Mnangagwa, sera investi président vendredi, 3 jours après la démission de Robert Mugabe, qui aura dirigé le pays d'une main de fer pendant 37 ans. L'investiture du camarade Mnangagwa est prévue vendredi, affirme le site du groupe audiovisuel public ZBC. L'ancien vice-président âgé de 75 ans a été bombardé dimanche, président du parti au pouvoir et candidat à l'élection présidentielle de 2018. En exil depuis son éviction le 6 novembre dernier, il devrait prêter serment en tant que président pour une période de 90 jours, a déclaré le porte-parole de la ZANU-PF. Et un chantier prioritaire attend le nouveau dirigeant, la reconstruction d'un pays en ruine où le chômage atteint 90% de la population. Ce journal se poursuit. Le Premier ministre libanais démissionnaire était en visite en Égypte ce mardi. Saad Hariri était au Caire pour s'entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les précisions dans ce reportage. Saad Hariri, le Premier ministre libanais démissionnaire, a rencontré mardi le président égyptien au Caire pour un entretien. Les deux hommes ont échangé sur les développements de la situation au Liban. La conversation avec le président égyptien portait sur la stabilité du Liban et la nécessité pour nous, Libanais, et dans la région, particulièrement au Liban, d'avoir un degré d'isolement par rapport aux politiques régionales. Donc je remercie l'Égypte pour son soutien ainsi que le président Sisi. Le Premier ministre libanais démissionnaire qui venait en provenance de Paris a provoqué une crise dans son pays après sa démission surprise le 4 novembre dernier depuis Riyad. Après sa descente au Caire, Saad Hariri s'est ensuite rendu au Liban où il doit clarifier sa position sur sa démission intervenue dans un contexte de tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Le président libanais Michel Aoun avait accusé les Saoudiens de le retenir en otage, ce que l'intéressé Riyad avait démenti formellement. Attentat suicide contre une mosquée de Mubi au nord-est du Nigeria. Cette attaque, une des plus meurtrières depuis des mois, est attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. Au moins 50 personnes y ont perdu la vie. Plus de précisions à travers ce télémon. L'explosion s'est produite alors que se tenaient les prières du matin à la mosquée Madina de Mubi, dans une ville frontalière du Cameroun. C'est à environ 200 km au nord de la capitale de l'état de l'Adamawa. Au moins 50 morts et plusieurs blessés en ont résulté d'après le porte-parole de la police de l'Adamawa, Othman Aboubakar. Les blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région pour être soignés en urgence.
C'est l'attentat le plus meurtrier perpétré dans la région du Nord-Est depuis une embuscade tendue en juillet contre un convoi transportant les membres d'une mission de prospection pétrolière dans l'état voisin du Borno qui avait fait 70 morts. En effet, le kamikaze s'est mêlé aux fidèles pour entrer dans la mosquée et a déclenché ses explosifs durant les prières. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais les regards sont orientés vers Boko Haram, ce dernier menant régulièrement des attaques contre les villages. Le groupe avait envahi Mubi fin 2014, alors que ses combattants s'emparaient de nombreuses localités et territoires dans le nord-est du Nigeria pour y établir un califat islamique. Mais le centre économique de l'État de l'Adamawa, qui abrite aussi l'université régionale, était paisible depuis que l'armée et la milice civile d'autodéfense avaient chassé les insurgés. L'État avait connu un retour au calme fragile depuis des mois, comparé à l'État voisin du Borno, épicentre du conflit qui n'a connu aucun répit. Mais récemment, les attaques djihadistes ont repris dans cette région qui abrite plusieurs camps de Boko Haram. Accusé d'accointance avec des groupes armés mais contournables dans les médiations de paix, le Tchad est redevenu un partenaire majeur de la Centrafrique, autant indispensable qu'encombrant pour Bangui. Cet intérêt tout particulier du Tchad porté à la Centrafrique est lié à une psychose du dirigeant tchadien Idriss Déby Itno quant à ses frontières avec le Soudan et la RCA, réputée poreuse et théâtre de trafic en tout genre. Reportage. Pointé du doigt pour connivence avec cette coalition de milices à dominante musulmane, responsable d'innombrables violences contre les populations, N'Djamena avait alors fermé son ambassade, la frontière entre les deux pays, et rappelé ses troupes présentes en Centrafrique dans la force de l'Union africaine, MISCA, après des accusations des actions sur des civils. Ces actions ont été étayées dans un rapport de l'ONU en juin, suscitant la colère de N'Djamena, qui a vu des allégations mensongères et annoncé l'ouverture d'une enquête interne dont on n'a plus jamais entendu parler. Malgré tout, la Centrafrique a besoin du Tchad dans sa recherche de la paix, incontournable dans la tentative de médiation menée par l'Union africaine et la Communauté économique des États d'Afrique centrale. N'Djamena a la main mise sur les négociations, quitte à imposer son tempo, qui est celui de l'amnistie pour certains chefs de groupes armés, selon un observateur des relations entre le Tchad et la République centrafricaine. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a promis récemment une justice implacable pour les auteurs de crimes commis ces 3 dernières années, mais aussi donné des gages aux groupes armés en nommant plusieurs de leurs représentants au gouvernement. Toutefois, la position du Tchad reste stratégique pour la pacification du pays. Pour avoir détenu 14 grammes de hashish à son arrivée à Bali en juillet, un étudiant français a écopé de 5 ans de prison ferme en Indonésie. La sentence a été rendue mardi dans ce pays dont la législation antidrogue est l'une des plus sévères au monde. Voici le reportage. Antonio Lambert, c'est son nom. Âgé de 23 ans, il a été reconnu coupable de détention et trafic de drogue par un tribunal de Denpasar, la capitale de Bali. Nous sommes sur l'île la plus touristique de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Le jeune homme avait été appréhendé à son arrivée à l'aéroport international de Denpasar en provenance de Kuala Lumpur en juin. Des douaniers avaient découvert du hashish dans son bagage ainsi qu'un sachet contenant de la résine de cannabis. Nous condamnons le prévenu Anthony Lambert à 5 ans de prison et une amende de 63 000 €. En tant que conseiller juridique, nous ne sommes pas satisfaits de cette décision. Nous allons décider cette semaine des prochaines étapes à prendre. L'avocate du Français condamné s'est déclarée insatisfaite du jugement et se laisse une semaine pour décider ou non de faire appel. Pour une telle quantité de drogue, la peine maximale encourue est de 20 ans d'emprisonnement. En Indonésie, la détention et le trafic de drogue, même en petite quantité, sont passibles de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Et voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.